On me demande aussi, est-ce que vous serez d'accord, vous, avec un audit de la dette? Il y a plusieurs personnes qui demandent ça, qui disent finalement c'est une dette inique. Et ça veut dire quoi un audit de la dette? C'est savoir qui a profit, combien on a de dette. Combien on sait, mais à peu près à qui on le doit surtout et en quoi l'argent est utilisé. L'audit de la dette, je le fais en 30 secondes. Toute dette pour financer de l'investissement est illégitime. Les prêteurs ne prêtent en matière d'investissement que ce qu'ils nous ont piqué. D'abord et avant tout, vous avez qui? Vous avez tout le monde là. Vous en avez de la dette. Moi j'en ai de la dette. Tout le monde en a de la dette. À partir du moment où vous avez le moindre produit bancaire, vous avez de la dette. Vous avez du livret A, vous avez de la dette. Vous avez un code EVI, vous avez de la dette. Vous avez un PEL, vous avez de la dette. Assurance vie. Vous avez une assurance vie, vous avez de la dette. Vous avez de la dette partout. D'accord? Donc elle est détenue par tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites à un moment je ne rembourse pas la dette, vous ruinez tout le monde. D'accord? On ne pourrait pas choisir. Tous les gens qui détiennent cette dette, et c'est pas simplement Madame de Bettencourt ou Monsieur Bernard Arnault, c'est tout le monde. Ce jour-là, c'est reset pour tout le monde. Donc ça veut dire que vous ruinez absolument tout le monde. Il ne faut pas se faire d'illusions, c'est pas juste anodin. On ne peut pas dire, tiens, demain on ne va pas rembourser la dette et il ne va rien se passer. C'est ce qui va arriver. Au final, la dette ne sera pas remboursée. Elle ne peut pas l'être. Donc aujourd'hui, dans les conditions actuelles, la dette est telle qu'elle ne peut pas être remboursée. Donc elle ne sera pas remboursée. Mais le problème, c'est que va y avoir des conséquences, et pas des petites conséquences, des conséquences gigantesques. Voilà, c'est tout. Et quand vous avez trop de dettes, comment vous faites? Soit vous faites un défaut de paiement, d'accord? Vous dites, je ne rembourse pas, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Je vous dis, vous ruinez tout le monde. Ça veut dire que c'est ça sur l'épargne de tout le monde. Le défaut, moi je dis que c'est une bonne idée. Le défaut, c'est une bonne idée. De toute façon, à choisir, vraiment, il n'y a que ça. L'inflation, avec les réserves que j'ai faites, l'austérité et le défaut. Bon, alors le défaut, mais évidemment, ça passe pour être le grand impensable, l'événement catastrophique par excellence, etc. Je te signale d'ailleurs que, ça y est, je veux dire, techniquement, la Grèce a fait défaut sur la moitié de sa dette, si ce n'est pas sur 70% d'ailleurs de sa dette, qui a été restructurée. Et on a, en effet, plein d'expériences historiques sous la main qui attestent que le défaut n'est pas du tout voué à être une catastrophe, et que s'il est compris dans une stratégie de politique économique globale, dans laquelle reviendrait la dévaluation, pour le coup, ça peut avoir d'excellentes propriétés. Mais il faut une sacrée paire de couilles. C'est-à-dire qu'il faut aller... C'est un acte. D'accord? Ça veut dire que vous allez avoir le Premier ministre ou le Président de la République qui va venir à la télé, comme ce matin, ou comme hier soir, qui va venir à la télé et qui va vous dire, bon, les petits gars, je ne vous rembourse pas. Je ne suis pas sûr que ça se passe super bien après. Enfin bon, on peut toujours essayer. Il y a la deuxième solution, qui est la solution que visiblement les Japonais ont adoptée, que les Américains ont adoptée, et que très probablement à un moment ou à un autre, M. Draghi finira par adopter, qui est on fait marcher la planche à billets. Parce qu'on fait marcher la planche à billets, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on continue d'endetter les gens, parce que la contrepartie des billets émis, c'est de la dette, pas se faire d'illusions. Donc on continue à endetter les gens, et puis on se fout complètement des conséquences, on continue à endetter les gens, mais ça fait gagner du temps. Aujourd'hui, si tout le monde remboursait ses dettes, il n'y aurait plus d'argent. Et pourtant, on aurait quand même encore besoin d'argent. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un système dans lequel on aurait de l'argent, même si on n'est pas endetté? C'est pas possible, ça? Oui, bien sûr, c'est possible. Mais à condition que les acteurs politiques et les acteurs intellectuels universitaires ne soient plus dominés par les banques. Parce que sinon, les banques, dominant ces acteurs essentiels, médiatiques, politiques, universitaires, les banques ont les moyens donc d'imposer
comme si c'était une loi naturelle. Ce mécanisme qui est complètement inique et stupide. Il conduit aux crises. Si vous n'embauchez pas les gens, c'est pas parce que vous manquez de projets, ou c'est pas parce que vous manquez de gens. Les humains savent très bien construire des maisons bien isolées, les humains savent très bien épurer l'eau, ils savent très bien fabriquer des produits agricoles. C'est juste une question d'argent. Attends, notre problème, c'est un problème d'argent. Si les entreprises, les jeunes gens qui viennent de finir leurs études et qui voudraient avoir une activité, s'ils n'arrivent pas à trouver du boulot ou à avoir une activité qui donne du boulot, c'est parce qu'il manque d'argent. On a juste un problème d'argent. Et l'argent, qui le crée? Comment ça se fait que l'argent soit rare? Comment ça se fait que l'argent soit difficile à trouver? Le problème, c'est qu'on a donné l'argent, on a donné la responsabilité de la création de l'argent à des acteurs qui ont un intérêt personnel puissant à ce que cet argent soit rare. Inflation, ça veut dire une augmentation de quantité. Et quand on parle d'inflation, on parle d'inflation monétaire. Si vous augmentez la quantité de monnaie avec en regard, en face, une augmentation de la capacité de production des biens, il n'y a pas d'inflation parce qu'il n'y a pas de rareté. Si par contre vous créez beaucoup d'argent, vous donnez du pouvoir d'achat aux gens, mais il n'y a pas les biens, vous ne créez pas les biens qu'il y a en regard. Les gens sont là avec leur pouvoir d'achat prêts à acheter les choses, mais les choses n'existent pas. Vous avez créé, en donnant trop de pouvoir d'achat, vous avez créé de la rareté. Vous avez créé de la rareté et pour départager ceux qui veulent acheter, ils vont être prêts à payer un prix plus fort. Ça va faire monter les prix. Mais comprenez bien que si vous augmentez la masse monétaire, vous distribuez de l'argent progressivement en même temps que les producteurs arrivent à suivre. Vous faites ça pas brutalement, vous faites ça doucement pour que les producteurs arrivent à faire tourner leurs usines, embaucher, faire venir les matières premières pour produire. Il n'y a pas de rareté, il n'y a pas d'augmentation de prix. Mais il faut quand même distinguer, et je crois que c'est très important, c'est jamais fait, il faut distinguer deux mondes qui utilisent la même monnaie, mais qui sont vraiment deux mondes à part, qui sont le monde des marchés financiers, c'est le monde des gens qui ont trop d'argent et qui essayent d'en faire plus en le prêtant à ceux qui en manquent et ce qui leur permet de gagner de l'argent sans travailler. Et puis il y a le monde normal, le monde des gens normaux, avec les biens communs, on achète des voitures, on achète des maisons, on achète de quoi manger, on achète des services de toutes sortes, services de médecins. Le monde normal, des gens normaux, avec là aussi un risque d'inflation si vous créez trop d'argent. Et alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? La Réserve fédérale crée 1,5 milliard par jour en ce moment. 1,5 milliard de dollars par jour. Et pourtant, il n'y a pas d'inflation. Attendez, il n'y a pas d'inflation. Il n'y a pas d'inflation pour nous les gens normaux, parce que c'est pas à nous qu'on le donne. C'est pas à nous qu'on donne ces milliers de milliards. On ne nous les donne pas, donc il n'y a pas d'inflation. Par contre, regardez ce qui se passe du côté des riches, du côté des marchés financiers. Ces marchés qui devraient s'effondrer, parce que c'est des crapules qui ont triché, qui devraient être en faillite. La bourse devrait s'effondrer, et elle ne s'effondre pas. Pourquoi? Parce que les milliers de milliards, vous les mettez là, dans ce monde de riches, où vous poussez les prix à la hausse, parce que vous injectez du pouvoir d'achat, vous êtes en train, avec le même argent, notre argent à nous, qui nous sert, qui est si précieux, qui devrait garder de la valeur, vous êtes en train de l'injecter dans des marchés financiers pour maintenir en survie, en respiration artificielle, des cours de bourse qui devraient s'effondrer, des richesses de banquiers qui devraient s'effondrer, ces gens-là devraient être ruinés, vous leur donnez de l'argent, l'inflation, vous la voyez là. Mettez-vous à leur place, vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez acheter sans limite. Vous arrivez sur la Côte d'Azur, la maison vaut 1 million, mais il n'y a pas de problème, moi je peux la payer 2 millions. Attendez, vous êtes prêt à payer 2 millions, mais le prix va monter. Le prix va monter, effectivement, parce que le vendeur, il va préférer celui qui l'achète 2 millions. Et donc les prix montent, et montant, il valide le pari que faisait l'acheteur en disant ça va continuer à monter, puisque les prix montent. Ben, oui, ce sont des prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire qu'ils alimentent eux-mêmes une bulle avec de l'argent facile. Et malheureusement, l'inflation de certains actifs qui ont été financiarisés, sur lesquels on a collé des options, pour que les banquiers puissent faire mumuse. Et donc, vous avez notamment de l'inflation dans les produits alimentaires. Je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez, par exemple, aux États-Unis, le coût du petit déjeuner qui a augmenté de 24% sur un an. Alors, ça a l'air de rien comme ça, si vous voulez. Mais quand vous prenez les matières premières alimentaires, le
le café a augmenté de 70%. Le jus d'orange On appelle a l'indice augmenté de petit 18%. déjeuner, il y a le jus etc. d'orange, il y a le blé et le café. Voilà, on est dans des prix qui ont fortement augmenté, prix du logement qui ont fortement augmenté, les prix de la location par exemple aux États-Unis d'un appartement. Et donc vous êtes dans un système qui connaît les deux. Il y a coexistence de déflation d'un côté et d'inflation de l'autre. Quand elle s'effondrera, elle va ruiner non pas les acteurs qui ont triché parce qu'ils vont se retirer toujours à temps, parce que ils sont dans les mécanismes de délit d'initié, ils savent avant tout le monde quand est-ce que ça va se retourner. Ces acteurs-là sont les acteurs qui reçoivent les ordres de vente. Ils sentent que ça se retourne, et bien juste avant que ça se retourne, eux ils commencent par vendre avant de vendre en se conformant aux ordres de leurs clients. Donc c'est jamais eux qui perdent. Pourquoi est-ce que l'argent est rare? Puisque les banques créent la monnaie autant qu'on veut, elles créent la monnaie pour les riches. Parce que les riches ne présentent pas de risque de remboursement. Alors que les pauvres en présentent. Et pour être pauvre et emprunter, il faut avoir tellement de garanties que, globalement, les pauvres n'ont pas le droit au crédit, peu, en tout cas moins. Or, écoutez bien que ça c'est important. Ceux qui dépensent l'argent créé, ce n'est pas les riches, c'est les pauvres. Les riches, ils ont déjà satisfait tous leurs besoins. Vous leur donnez plus d'argent, ils ne vont pas le dépenser. Ils vont se débrouiller, c'est une espèce de maladie mentale, quand on a beaucoup d'argent, on devient dingue. Ils vont se débrouiller pour en gagner encore plus. Ils vont le placer, c'est-à-dire qu'ils vont faire travailler les gens à leur place pour en gagner encore plus. Faites attention aux poches dans lesquelles on met ces milliers de milliards. Si vous mettez ces milliers de milliards dans les poches des ultra-riches, vous n'avez rien changé à la prospérité de la société. Et les riches s'en servent pour faire des paris de plus en plus risqués au fur et à mesure où les prêts sont plus faciles. Vous avez des montants qui sont insupportables pour personne. Vous prenez le bilan à la fin 2012 de la BNP, d'accord ? Vous avez 70 milliards de fonds propres, vous avez 2000 milliards de total bilan, c'est-à-dire plus que le PIB français, d'accord ? Ça, jusque-là, c'est pas grave en soi. Vous avez 48 000 milliards de positions sur les marchés à terme. C'est-à-dire à peu près 3 ou 4 fois le PIB américain. On a un cas tout à fait récent et tout à fait réussi qui est l'Islande. Je veux dire, voilà un magnifique tas de défauts. Les Islandais ont dénoncé les passifs non résidents des banques et ils ont bien fait. L'Islande, c'est l'Islande. Je veux dire, c'est pas quand même pas un pays de géant à l'échelle de la planète. Si un pays comme la France fait défaut, je parle d'un seul pays, mais tu imagines, tu pourrais... qui c'est qui est candidat? Le Portugal, l'Espagne, l'Italie, ça commence à faire du monde. Hein. Ça commence à faire un paquet de milliers de milliards de dollars, ou d'euros plutôt. Là, il s'ensuit, il faut le dire, un séisme de force neuf dans le monde de la finance internationale. Pour une raison extrêmement simple, c'est que, on le sait bien, les créanciers principaux des États sont des institutions financières. Alors, avec parfois en bout de course le simple populo, je veux dire, qui a ses économies placées dans des bidules dont il ne connaît pas la composition, des assurances-vie, des SICAV ceci, cela, des livrets ou des dépôts à terme, des choses comme ça. Donc, il ignore absolument. Tu vois, c'est comme c'est de la saucisse, quoi. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça serait les institutions financières, compagnies d'assurance, fonds de pension, caisses de retraite, banques, évidemment, et fonds d'investissement variés qui prendraient le choc en pleine poire. Et là, ça serait terrible. Donc, nous aurions une crise financière qui réduirait l'épisode Lehman Brothers à la dimension d'un aimable pique-nique. Bon, tu vois un peu le merdier. Alors, il faut le savoir. Je veux dire, c'est pas un point qu'on peut sceller. Mais il faut le savoir pour s'en servir, à mon sens. Bon, alors, moi, ma thèse, mon hypothèse ou ma proposition sur le sujet, c'est que un défaut met le système financier et bancaire par terre, mais vraiment par terre. À ce moment-là, on le ramasse à la pelle et au petit balai. Et on le ramasse sous une forme saignante, c'est-à-dire nationalisation intégrale par pure et simple saisie. L'argument de la pure et simple saisie,
c'est-à-dire qui balaye évidemment l'objection de « Ah, mais nationaliser, ça coûte très cher aux finances publiques, déjà elles vont pas bien, etc. » L'argument de la simple saisie s'impose avec toute la force de la logique, puisqu'il s'agit de ramasser un secteur d'institutions financières qui sont en ruine, donc dont la valeur financière est égale à zéro. Donc là, c'est très vite vu. Évidemment, il faut prendre des mesures d'accompagnement qui sont restriction à la liberté des mouvements de capitaux, reprise en main de la Banque centrale, parce que seule une intervention massive de création monétaire pourrait réparer les dégâts collatéraux du défaut, indemniser éventuellement ceux des épargnants salariés qui méritent de l'être, alimenter en liquidité les banques privées, le cas échéant les recapitaliser. Donc là, on nage en pleine hétérodoxie. Hein. C'est vraiment, c'est un monde bizarre, hein. Mais c'est un monde possible. Voilà. Et on n'est pas forcé de faire ça tout seul. Je veux dire, on peut s'associer avec d'autres pays qui auraient les mêmes intérêts au défaut que nous, et qui auraient également les mêmes intérêts politiques au rejet du référentiel néolibéral pour reconstruire les institutions économiques et financières sur des bases entièrement renouvelées. S'il y en a d'autres qui veulent venir, tant mieux. S'il n'y en a pas, tant pis. C'est une stratégie qui est tout à fait praticable à l'échelle nationale et à elle seule. Donc après, là, c'est des questions de grande politique. Mais si tu veux, ça serait un événement d'une telle ampleur que forcément, il s'en suivrait à la fois des ruines institutionnelles et des effets de table rase qui permettraient de rebattre les cartes entièrement. Bon, vous allez me dire, oui, on nous a garanti que on ne toucherait pas au compte en dessous de 100 000 balles, etc. Ouais, c'est super. Qu'est-ce qui se passe si on perd 10% de 48 000 milliards? Ça fait 4 800 milliards. Ça fait 2 ans et demi, voire 3 de PIB en France. Qui est-ce qui va garantir? Qui est-ce qui va faire que on ne va pas vous piquer votre épargne? C'est qui? Alors j'ai eu comme ça des réponses extraordinaires de gens qui me disaient mais c'est l'État. Mais l'État c'est qui? L'État c'est qui? C'est vous? C'est nous qui allons payer nous-mêmes. Donc, voilà. Donc le problème il est réglé. Mais comment voulez-vous qu'on fasse autrement? Reprise en main de la Banque centrale, parce que seule une intervention massive de création monétaire pourrait réparer les dégâts collatéraux du défaut, indemniser éventuellement ceux des épargnants salariés qui méritent de l'être. C'est un monde possible. Aujourd'hui, on a une crise majeure, on a un vrai changement de modèle, avec des pays occidentaux qui sont matures, qui ont des économies matures. Vous n'avez pas une croissance infinie à 5%, c'est pas vrai. Vous naissez, vous grandissez, vous avez une période où, entre 0 et 20 ans, vous êtes en pleine croissance, et puis après, vous avez une période où ça se stabilise, puis vous avez une période où vous redescendez. Bon, c'est la même chose pour une économie. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez les pays occidentaux, en gros, ils ont fait leur maximum de croissance en 1950-1960, à peu près. Depuis, il y a un économiste américain qui a calculé qu'on avait perdu 1% de croissance tous les 10 ans. Comme vous partez de 7%, 7 moins 7, ça fait 0. Bon, alors on va être gentil, on va dire que la croissance aujourd'hui, elle est entre 0 et 1. Bon. Quand vous avez une croissance entre 0 et 1, on va dire même, on va affiner le truc, on a une croissance de 0,7. Vous partez de 7. Vous avez une croissance qui a été divisée par 10. Or, il se trouve que si vous regardez bien, tout ce qui a été le système de chômage, le système des cotisations sociales, maladies, machin, etc., tout ça, ça a été fait dans les années 50-60, donc quand on avait une croissance qui était de 7%. Et aujourd'hui, on essaie de vous faire croire qu'en gagnant 10 fois moins, on va vivre avec le même train de vie. C'est juste pas possible. Si demain, vous passez d'un salaire de 10 000 euros par mois à un salaire de 1 000 euros par mois, est-ce que vous pensez que vous allez vivre de la même façon? Non. C'est sûr, non.
Bon, et ben c'est la même chose pour un pays. Les propos réactionnaires reposent toujours sur une transposition à l'échelle collective, à l'échelle de la nation ou à l'échelle de la profession, sur une transposition à l'échelle collective de notre expérience individuelle. Vous savez qu'il faut faire les choses en bon père de famille, il faut bien que l'État gère. Tout ça, c'est du blabla. Il ne faut pas confondre ce qui se passe à l'échelle d'une personne ou d'un ménage et ce qui se passe à l'échelle d'une profession et a fortiori d'une nation. À l'échelle d'une personne ou d'un ménage, il faut bien sûr, pour assurer des engagements de long terme, épargner. Si l'on veut acheter une voiture ou si l'on veut acheter une maison, ce n'est pas sur le flux courant de ces ressources que l'on peut faire ce gros achat. Et donc, on va épargner ou on va emprunter. Emprunter ou épargner, c'est la même chose. À l'échelle individuelle, des grosses dépenses, la constitution d'un patrimoine d'usage, comme une maison qu'on habite ou une voiture que l'on utilise, suppose une prévoyance. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe à une échelle collective. Il n'y a aucune prévoyance à l'échelle collective. Jamais. Ce qui se passe à l'échelle collective, c'est que l'on dépense toujours pour les gros achats, l'investissement, ou pour des engagements de long terme, comme les retraites. On dépense toujours une partie de ce qui est en train d'être produit. Toujours. Jamais l'investissement, jamais les engagements de long terme ne sont financés par une prévoyance préalable. Je prends des chiffres français. Nous produisons en France 2000 milliards d'euros nouveaux chaque année par notre travail collectif. Nous investissons 400 milliards, 20%. C'est d'ailleurs beaucoup trop peu, mais c'est une autre question. Ces 400 milliards, c'est une partie de ce que nous sommes en train de produire. Ce n'est pas quelque chose qui viendrait d'un passé et qui aurait été mis dans un congélateur pour financer l'investissement d'aujourd'hui. Les 400 milliards investis en 2013 sont produits en 2013, bien sûr. On ne va jamais, sauf dans une vision absolument fantasmatique de l'épargne, on ne va jamais puiser dans le passé des réserves de valeur qui auraient été accumulées et que l'on utiliserait aujourd'hui pour assurer des engagements de long terme ou pour financer des grosses dépenses d'investissement. Jamais. Il n'y a que de l'aujourd'hui en économie et les pensions qui sont versées aujourd'hui sont financées par la valeur créée aujourd'hui. Les investissements achetés aujourd'hui sont financés par la valeur créée aujourd'hui. Toujours, il n'y a pas de congélateur à valeur, ça n'existe pas. Cela vaut aussi d'ailleurs pour l'épargne individuelle. Supposons que, au fur et à mesure de dépôt dans un compte épargne, j'épargne 50 000 euros, 50 000 francs. Bien. Lorsque je vais convertir cette épargne en monnaie, je ne vais pas récupérer à la banque quelque chose que la banque aurait mis dans une caisse. Les 50 000 euros que j'ai apportés chaque mois sur une part de mon salaire n'ont pas été soigneusement mis dans une caisse par la banque qui, 10 ans plus tard, me les donne. En aucun cas.
Lorsque je convertis de l'épargne en monnaie, la banque ponctionne sur la monnaie en circulation pour me donner les 50 000 euros ou les 50 000 francs que j'ai épargnés. Les 50 000 euros que je vais convertir en monnaie, là, en janvier 2013, je les pique sur le travail produit, pas par moi, j'ai pas produit 50 000 euros ce mois-ci, je les pique sur le travail produit par les autres, à travers la monnaie que la banque puise dans ses réserves, ou bien si la monnaie est créée par la banque, parce qu'elle a le pouvoir de créer de la monnaie, eh bien, ce n'est pas le travail actuel des autres qui finance mes 50 000 francs ou mes 50 000 euros, c'est le travail futur, puisque toute création monétaire est gagée sur le travail futur de ceux qui produiront la valeur correspondante. Mais dans tous les cas, les 50 000 euros que je récupère, ou les 50 000 francs que je récupère sous forme de monnaie aujourd'hui, je suis en train de les piquer sur le travail collectif. Sauf que, au cours des 10 années précédentes, j'ai apporté ces 50 000 euros qui ont contribué à l'activité de tous. Là, je ne vole personne. Mais encore une fois, lorsque j'ai converti mon épargne en monnaie, je n'apporte rien. Je prends. Est-ce qu'il est vrai que l'essentiel de la dette française, elle va pour le salaire des fonctionnaires? Est-ce que c'est ouais. Donc elle va pour le salaire des fonctionnaires, le fonctionnement de l'État en général. Oui, c'est-à-dire qu'elle vient aussi payer les cotisations, enfin l'assurance chômage, elle va payer, elle va payer plein de choses, et elle va payer le service de la dette aussi, c'est-à-dire elle va payer les intérêts de la dette. L'État français, il est endetté à 137%. D'accord, si vous rajoutez la dette des régions, etc., c'est 137%. Bon, c'est quand même une dette d'État. Hein. Quelqu'un la paye et c'est nous. Bon. Donc, c'est 137% de dette. 137% de dette, on va faire un taux d'intérêt à 3% en moyenne, on va dire. Alors, 137, on va dire 140 pour arrondir. 140 fois 3, ça fait 4,2. Vous êtes à 4,2%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne faites pas 4,2% de croissance, vous ne payez pas les intérêts de la dette. Je vous ai dit tout à l'heure que au grand maximum, on aurait 1% de croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être obligé d'emprunter pour payer les intérêts de la dette. Le raisonnement vaut évidemment pour celui qui apporte, je ne sais pas quoi moi, pour investir 50 millions de francs dans une entreprise. Il n'apporte pas ces 50 millions de francs sous forme de titres financiers, parce qu'il ne va pas pouvoir payer les fournisseurs, les salariés, etc. en titres. Il faut bien qu'il convertisse en monnaie ces 50 millions de francs. Et quand il convertit en monnaie ces 50 millions de francs, il pique ces 50 millions sur la valeur en train d'être produite. Évidemment. Le prétendu apporteur de 50 millions n'apporte rien. Il prend sur les 50 millions que nous sommes, sur les 2000 milliards que nous sommes en train de produire, il en prend 50 millions. Au titre de quoi? Au titre du droit de propriété. Ah ben oui, mais ces 50 millions, il les avait apportés avant. Ah bon? Vous pouvez, par votre travail, apporter 50 millions?
Vous pouvez gagner 50 millions par votre travail? Mais ces 50 millions qu'il a épargnés sur des titres, il les a piqués au fur et à mesure. Comment voulez-vous, autrement qu'en ponctionnant sur le travail d'autrui, accumuler 50 millions? C'est absolument impossible. Un investisseur n'investit que ce qu'il a pris. Il y a un moment, on peut peut-être se dire que le roi est nu. Après tout, puisque ces 50 millions sont pris sur la valeur que nous sommes en train de créer, ben pourquoi est-ce que ce n'est pas nous qui les prendrions collectivement? Pourquoi est-ce que nous passons par le parasitisme de propriétaires qui, sur notre travail, ponctionnent ce qu'ils vont ensuite investir, s'ils le veulent, là où ils le veulent, comme ils le veulent, pour faire ce qu'ils veulent, en nous ôtant toute maîtrise sur notre travail? La prévoyance professionnelle, ça n'a aucun sens. S'il faut, je ne sais pas, mettons 1 milliard de francs pour verser en 2013 les pensions d'une profession. Ce milliard de francs, ou bien il relève de la cotisation, il n'y a aucun propriétaire qui intervient pour ensuite prêter, il n'y a aucun propriétaire qui intervient pour exploiter le travail d'autrui, il y a des salariés qui organisent collectivement l'engagement de long terme des pensions. Ou bien, deuxième solution, nous comptons sur la propriété lucrative pour assumer cela. C'est-à-dire que nous accumulons dans des fonds d'épargne, mais qui ne servent à rien, qu'à légitimer la propriété lucrative. Économiquement, ils ne servent strictement à rien. Puisque de toute façon, ce milliard, il sera pris sur la valeur créée en 2013, par le travail de 2013. Mais nous allons passer par la fiction, et ce n'est pas qu'une fiction, parce que ça a des incidences fondamentales, nous allons passer par la fiction d'une épargne d'1 milliard, qui va être quoi? Converti en monnaie. On ne va pas payer les pensions avec les titres de la caisse de pension. Il va bien falloir les convertir en monnaie. Et qu'est-ce que ça veut dire convertir en monnaie ce milliard de titres? C'est piquer sur la valeur créée cette année. Alors certes, si la gestion est éthiquement responsable, et en matière financière, il n'y a pas de gestion éthiquement responsable, parce que ces caisses, elles placent où ça rapporte. Et penser que c'est éthiquement responsable est absurde. Ça ne peut pas l'être. Mais certes, ce milliard correspond à des cotisations que ces salariés ont versées au cours de leur existence professionnelle. Ils ne sont pas dans le cas de l'investisseur qui a piqué 50 millions et puis qui le prête après l'avoir piqué. Là, ils ont apporté une partie de leur salaire et ils le récupèrent par conversion de titres en monnaie. Mais pourquoi passer par cette opération qui légitime la propriété lucrative, qui fait que concrètement nous pratiquons et nous adhérons à l'institution de notre exploitation? Je vais comparer la France et la Suisse. En Suisse,
si j'en crois des chiffres qui sont peut-être pas tout à fait récents, des chiffres de 2010, je crois qu'il y a 34 milliards de francs en AVS, et 32 milliards en AVS et 34 en prévoyance professionnelle. C'est-à-dire que la capitalisation est supérieure à la répartition. C'est le seul pays européen, il n'y en a pas d'autre qui est cela. Moyennant quoi, pour avoir un dispositif qui se traduit par une prise de pension en moyenne à quel âge? En moyenne, c'est 2 ans après la France. Enfin, la France, c'est 61 ans et demi, donc je pense que c'est 63 ans et demi. C'est-à-dire, je pense, le moment où on liquide sa pension. C'est pas le moment de la fin de l'activité. La fin de l'activité peut être antérieure, mais le moment où on fait valoir ses droits à pension. Donc, pour un dispositif qui n'assure la retraite que 2 ans après la France, donc qui est très inférieur, avec un taux de remplacement qui n'est pas meilleur. Taux de remplacement, c'est-à-dire le remplacement du salaire de référence dans la pension. La Suisse consacre 14% de son PIB. En France, la capitalisation, c'est 3% des dépenses. C'est pas 55% comme en Suisse, c'est 3%. C'est peanuts. La liquidation de la pension, c'est en moyenne à 61 ans et demi, 2 ans avant la Suisse. Donc on est en retraite plus tôt, avec un taux de remplacement qui est plutôt meilleur, globalement. Combien du PIB? 13%. On s'est débarrassé du profit. Reprendre l'offensive suppose donc de mener toute une bataille sur le fait qu'il n'y a pas besoin d'épargner à l'échelle nationale. Qu'il ne faut jamais raisonner à l'échelle nationale comme on le fait à l'échelle de la personne. Parce que la personne, elle ne peut engager que sa toute petite contribution. Et il faut bien qu'elle épargne pour assumer du long terme ou pour assumer de la grosse dépense de type, encore une fois, appartement ou voiture. Mais la nation, elle mutualise les valeurs ajoutées et elle n'a pas besoin de l'épargne pour financer l'investissement, ni pour financer le long terme. La maîtrise du travail suppose que nous nous débarrassions des investisseurs. Et nous ne pouvons nous débarrasser des investisseurs que si nous sortons de la croyance en la nécessité de l'épargne à l'échelle nationale. Il n'y a aucune nécessité d'épargne à l'échelle nationale, puisque nous ne faisons jamais que dépenser sous forme d'investissement une partie de la valeur que nous sommes en train de créer. Ceux qui disent oui, mais attendez, il y a une circulation internationale des capitaux, donc ce n'est pas la valeur qui a été créée chez nous qui est investie, puisque c'est des capitaux. Mais si vous voulez, faites la balance de la Suisse, la balance de la France, en tout cas je la connais parfaitement. Les capitaux qui se sont constitués par prédation sur le travail en France et qui vont investir à l'étranger sont compensés par des capitaux qui ont été prédateurs sur le travail à l'étranger et qui viennent investir en France. La balance, elle est nulle. C'est-à-dire que les 400 milliards qui sont investis correspondent à 400 milliards produits en France. Il n'y a donc aucune raison que nous continuions à laisser à des prédateurs le soin de décider de notre avenir collectif en matière de travail. L'explication de la sécurité sociale, c'est que c'est un espace de solidarité qui est rendu possible par la productivité du travail. Mais du travail des autres. Il n'y a pas de travail en sécurité sociale. Il y a de l'activité utile. Globalement, cette thèse dit de la sécurité sociale ce que les hommes disent des femmes. Une femme, c'est utile. Mais pas de peau pour elle, ça ne produit pas. La seconde journée, comme on dit, oh, c'est très utile la seconde journée, mais ça ne produit pas.
En faisant allusion à la domination masculine et à son postulat qu'une femme c'est très utile mais ça ne produit pas, et qu'il faut l'honorer pour son utilité sociale, lui chanter une petite chanson à la fête des mères, enfin, etc., faire des grands poèmes à la gloire de la femme éternelle, etc., etc., mais que c'est censé lui suffire, et qu'elle n'a pas accès à la production de valeur économique, ce petit détour, je le fais pour faire réfléchir sur le fait que ce que nous appelons travail est toujours le produit d'une violence sociale. Le travail n'est pas dans la nature. On ne peut pas définir le travail par son contenu. Dire par exemple, bah oui, quelqu'un qui, je sais pas quoi, qui coule du béton, travaille. Alors que quelqu'un qui, je sais pas quoi, garde des petits-enfants ne travaille pas. On va donc définir le travail par le contenu de l'activité. Mais ça se révèle entièrement faux. Si un bénévole dans une association de restauration de patrimoine coule du béton bénévolement, il est réputé ne pas travailler. Et si c'est un professionnel de la garde d'enfants qui garde les enfants, elle est réputée ou il est réputé travailler. Alors que les activités sont bien les mêmes. Donc, ce que l'on appelle travail ne peut pas se définir du tout par le contenu de l'activité. Absolument pas. Le même contenu de l'activité, couler du béton, conduire des gamins à l'école, sera ou ne sera pas du travail. Selon quoi? Selon l'état des rapports sociaux. Dans une société machiste, les femmes ne travaillent pas. Elles sont très utiles. Ce que l'on appelle travail renvoie toujours à la violence des rapports sociaux. Il n'y a aucun fondement objectif du travail en dehors du politique au sens large, c'est-à-dire ce qui relève du conflit social. Dans le capitalisme, qu'est-ce que c'est que travailler ? Le mot travail va être réservé aux activités qui sont menées dans un cadre très précis. Ne travaillent que celles et ceux qui se rendent sur le marché du travail, porteurs d'une marchandise, leur force de travail, qu'ils ont d'ailleurs ficelé dans un CV, la petite faveur rose de la marchandise qu'ils apportent sur le marché. Ils sont là demandeurs d'emploi. Et ces demandeurs d'emploi, s'ils sont embauchés par des employeurs, vont pouvoir mettre en valeur le capital des propriétaires de l'entreprise en produisant des marchandises capitalistes, c'est-à-dire pas simplement des produits à prix. Bon, une marchandise, c'est un produit à prix. Mais en plus du prix, ce qui caractérise la marchandise capitaliste, c'est qu'elle est produite selon des exigences de productivité spécifiques, parce que le capitalisme mesure la valeur économique par le temps de travail. En produisant des marchandises capitalistes, c'est-à-dire sous la dictature du temps, les forces de travail achetées sur le marché du travail, louées pour quelques heures par jour sur le marché du travail par des propriétaires, vont produire des marchandises qui, si elles sont vendues, permettront le profit. Ce sera quoi le profit? Ce sera la différence entre le temps de travail
inclus dans la marchandise produite et le temps de travail inclus dans la marchandise achetée par le capitaliste sous forme de force de travail, le salaire étant le prix de la force de travail, c'est-à-dire l'évaluation du temps nécessaire pour produire les vêtements, les logements, les transports, la culture, l'éducation, la formation professionnelle, que sais-je encore, de celui ou celle qui va se trouver sur le poste de travail. En dehors de ça, dans le capitalisme, on ne travaille pas. C'est-à-dire qu'on ne produit pas de valeur. On est utile, mais on ne travaille pas. Celui qui n'a pas d'emploi, c'est-à-dire qui ne va pas sur un marché du travail comme demandeur d'emploi se soumettre à un employeur. Celui qui ne produit pas de marchandises capitalistes qui vont mettre en valeur du capital peut être très utile, mais il ne travaille pas. Voilà la définition capitaliste du travail. Vous voyez bien qu'il y a une violence sociale dans cette définition, qui commence par le devoir de s'insérer. On apprend aux jeunes l'insertion. Parce qu'ils sont des étrangers. Ils sont dans un extérieur. Et il faut qu'ils entrent dans un intérieur. En montrant patte blanche, qu'ils s'insèrent. Et dès l'école, dès le collège, on les envoie dans des salons d'orientation où il s'agit qu'ils apprennent les exigences du marché du travail et qu'ils fassent ce travail d'appauvrissement de soi qui consiste à faire un CV qui correspond aux exigences du marché du travail. Parce que le capitalisme fait de nous des étrangers dans notre propre maison. Nous ne pouvons pas accéder à la production de valeur économique par le fait que nous sommes chez nous. Non, nous ne sommes pas chez nous, nous sommes ailleurs, nous sommes en dehors des remparts. Il faut que nous passions le pont-levis, que nous ôtions notre chapeau et que nous disions bonjour au Seigneur. C'est cela le marché du travail. C'est une institution d'une violence exceptionnelle qui rend le rapport aux études instrumenté. Le rapport gratuit au savoir disparaît derrière l'obligation de faire des études qui permettent d'accéder au marché du travail, qui brise tous ceux qui ne sont pas sur le marché du travail, qui vont toujours être suspects, qui vont susciter l'inquiétude de leurs parents. Mais apprends à te vendre. Où t'en es? Où t'en es? T'as trouvé un emploi? Il n'y a rien dans la nature dans tout cela. C'est une construction. Il a fallu 5 siècles pour construire le marché du travail, cette institution capitaliste particulièrement violente, qui fait que nous sommes des étrangers dans notre propre maison et qu'il faut que nous nous insérions, ce vocabulaire scandaleux de l'insertion. Il se trouve que la sécurité sociale ne correspond pas à ce que dit le capitalisme du travail. Et c'est pour cela qu'il va en permanence faire campagne pour dire que ceux que paye la sécurité sociale ne travaillent pas. Les institutions européennes, elles sont antisociales. Elles sont faites pour fabriquer du chômage. La seule
mission de la Banque centrale et à laquelle vous n'avez pas le droit de toucher, vous pouvez voter à gauche ou à droite, vous ne toucherez plus à ça. La seule mission de la Banque centrale, c'est de protéger la monnaie, fût-ce au prix d'un chômage de masse qui va avoir lieu et qui arrange bien les riches qui ont voulu tout ce zinzin, c'est une première félonie gravissime. L'anticonstitution européenne nous condamne à un chômage de masse en ne protégeant que la monnaie comme si c'était le veau d'or. Tous les banquiers du monde savent que quand ils luttent contre l'inflation, ça se paye en chômage des plus défavorisés. Tout le monde le sait. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas d'inflation parce qu'ils veulent que leurs billets de banque continuent, parce qu'ils en ont beaucoup. Ils veulent que ça continue à valoir de l'argent. Et ils veulent du chômage parce que le chômage, ça va être intimidant pour les salariés. Ça va leur permettre de payer des bas salaires. Et des bas salaires, pour eux, c'est des hauts profits. Ce chômage de masse, il nous intimide. Il nous fait peur. Il nous dissuade de demander de meilleurs salaires. Quand ce sont les mêmes personnes qui vous ont endetté au dernier degré, qui viennent pousser des cris d'orfraie pour prétendre que l'urgence est au désendettement, si vous n'êtes pas complètement idiot, vous allez faire le lien entre le gars qui vous a endetté et le gars qui est en train de dire maintenant il faut se désendetter et se dire lui il est en train de me prendre pour un con parce qu'il est en train de croire que j'ai oublié que c'est lui qui m'a endetté. Le mode opératoire, c'est que la dette oblige les États à vendre les services publics aux acteurs privés riches et qui ensuite se font brader à vil prix les services publics pour les transformer les assurances sociales, transformer les assurances de retraite en centres de profit. C'est révoltant, ça mériterait une révolte violente, parce que c'est une vraie violence qu'on nous fait, une violence sociale que nous font nos élus en nous trahissant au dernier degré. Ils vont coûter beaucoup plus cher une fois que ça va devenir des centres de profit, tous les prix vont augmenter, on sera moins bien traité, les services seront moins bons, ils coûteront plus cher. Regardez les services de santé en Angleterre privatisés par cette épouvantable Thatcher, regardez les services de santé, ils sont épouvantablement chers et ils sont mal soignés, ils viennent se soigner en France. Regardez les transports, et ils ont des accidents, c'est une catastrophe, et pourtant les transports coûtent la peau du dos. À chaque fois, c'est des centres de profit, c'est une catastrophe. Mais le libéralisme, c'est une catastrophe. Le libéralisme, c'est une ruine. Il n'y a pas d'exemple d'État qui a appliqué le libéralisme, qui se soit enrichi ou qui a amélioré sa situation. À chaque fois, c'est une catastrophe sur tous les registres. Ça ne marche pas, c'est une idéologie de riches pour se goinfrer le temps qu'on applique ses recettes, et après la crise, on s'en fout, on est riche. La logique du capitalisme, c'est Dachau, c'est Auschwitz, c'est le camp de concentration, c'est-à-dire que la logique du profit, elle va jusqu'au bout de sa logique du profit. Si vous ne lui résistez pas, elle vous fera travailler pour rien. Et quand vous serez mort, c'est pas grave, il y a d'autres fourmis qui arrivent derrière par train. Lisez Antelme. Moi, je serais indécent de dire, moi qui n'ai pas été dans un camp de concentration, de dire que c'est la même logique qu'il y a dans les entreprises et dans les camps de concentration. Ce serait indécent. On pourrait me dire, mais qui tu es pour dire ça? Mais quand c'est quelqu'un qui sort d'un camp de concentration et qui voit la vie des entreprises et qui dit, mais c'est la même logique, c'est le même mépris humain, c'est la même mécanique qui tue et qui asservit, lui, il a le droit de le dire. Et Antelme le dit. De ce point de vue-là, et je conclus, qu'est-ce que signifie la fonction publique? La fonction publique, c'est une invention extrêmement émancipatrice. Et c'est pour cela qu'elle est l'objet d'une telle campagne par nos adversaires. Cette campagne consiste à dire que les fonctionnaires dépensent. Que les fonctionnaires dépensent de l'argent qui aurait été produit ailleurs. Et beaucoup de fonctionnaires ont intériorisé ce bobard répandu par la classe dirigeante. Beaucoup de fonctionnaires pensent qu'effectivement, ils dépensent de l'argent public. Alors vous voyez, prenons je sais pas quoi, moi, un jardinier qui est fonctionnaire d'une collectivité locale, qui fait des espaces verts, alors il dépense. Puis le même jardinier qui est salarié d'une boîte privée capitaliste qui a la concession des espaces verts de cette collectivité territoriale, non, il produit, lui. La même comptable, ça peut être même la même, qui a changé de lieu de travail,
qui gère comme comptable l'urbanisme d'une collectivité territoriale, ah ben elle dépense. Mais si elle est salariée de Veolia, ah, elle produit. Mais quand est-ce que nous allons arrêter de nous culpabiliser parce que nos maîtres nous racontent des bobards? Vous avez même une déontologie du fonctionnaire qui consiste à faire, à dépenser avec parcimonie de l'argent qui vient d'ailleurs. Vous vous rendez compte de l'aliénation dans laquelle nous sommes quand nous tenons ce genre de discours? C'est la crise. On ne peut quand même pas trop demander pour les services publics. Puisque les services publics, c'est une ponction qui va à des gens qui sont utiles. Personne ne nie que les fonctionnaires, mais qui produisent rien, qui dépensent. Vous voyez, là, il faut absolument que nous nous désaliénions de cette espèce d'autocensure dans laquelle nous sommes en permanence. On serait des dépensiers. Pour qu'il y ait de la monnaie qui circule, il faut qu'en face, il y ait du travail qui produit la valeur exprimée dans la monnaie. Quel est le travail qu'il y a en face de l'impôt? Qui produit la valeur correspondant à l'impôt qui payent les fonctionnaires? Les fonctionnaires, bien sûr. Les fonctionnaires sont les producteurs de la monnaie qui les paye. Ils ne sont pas les bénéficiaires d'un prélèvement obligatoire, comme le dit la petite chanson capitaliste, qui veut nous faire croire qu'on ne produit de valeur que si on met en valeur du capital. Et que ceux qui ne mettent pas en valeur de capital, écoutez, ils sont utiles. On l'a imaginé, un pays sans école, sans justice, etc. Oui, non, ils sont très utiles, mais pas de peau, ils produisent rien. C'est des femmes. Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Oh, c'est utile! On leur chante une petite chanson pour la fête des mères, on exalte leur utilité sociale. Mais pas de peau, elles produisent rien. Pas de chance pour elles. La domination masculine repose sur ce postulat. Exalter l'utilité sociale d'un groupe, c'est toujours lui casser la gueule. En plus, si ces femmes sont des religieuses qui obéissent à une vocation, alors là, c'est bouclé. C'est comme ça qu'on a longtemps pensé que les soins infirmiers, ce n'était pas du travail. C'était une activité utile, mais qui produisait rien. Eh bien, les fonctionnaires ne sont pas les bonnes sœurs de notre temps. Les fonctionnaires produisent l'impôt qui les finance. Ce sont même les seuls producteurs de l'impôt qui les financent. Un fonctionnaire ne reçoit rien de personne. Un fonctionnaire, pas individuellement. La fonction publique est financée par la valeur qu'elle produit. Pourquoi sommes-nous en récession à l'échelle européenne depuis 30 ans? Mais parce que depuis 30 ans, les impôts n'augmentent plus. Ce n'est pas parce que nous sommes en récession que les impôts ne peuvent pas augmenter, parce qu'on ne peut pas ponctionner sur une valeur qui n'est pas suffisante de quoi nourrir des bonnes sœurs. C'est parce que, en ayant gelé l'impôt, en France, il est passé de 21 à 18% du PIB, là, récemment. Enfin, pas récemment, quoi, ça dit. Oui, un recul de l'impôt. En gelant l'impôt, nous avons stoppé la dynamique de reconnaissance de la valeur économique alternative à la valeur capitaliste, produite par des gens qui ne mettent en valeur aucun capitaux. Pire, des gens qui ne relèvent pas du marché du travail, vous vous rendez compte? Qui ont un grade, qui sont payés pour leur grade et non pas pour leur poste. Et c'est pour cela que
pensions des fonctionnaires sont calculées sur la base de leur dernier salaire. Un fonctionnaire, il n'est pas payé pour sa présence sur le marché du travail. Il n'y a pas de marché du travail. Ce qui a été inventé dans la fonction publique, c'est pour ça que les réformateurs à l'échelle européenne veulent en finir avec la fonction publique. Ce qui a été inventé, c'est le fait de payer des gens pour une qualification qui leur est propre. Les payer pour leur grade et non pas pour leur poste de travail. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chômage dans la fonction publique. Parce qu'il n'y a pas d'emploi. C'est-à-dire parce que ce sont les personnes qui sont qualifiées et non pas les postes. Vous vous rendez compte ce cas de scandaleux de la fonction publique? Des gens qui produisent de la valeur alors qu'ils ne correspondent à aucun des canons de la convention capitaliste du travail. Ils ne mettent pas en valeur de capitaux. Ils n'ont pas d'employeur. Ils sont payés pour leur grade, non pas pour leur poste. Ils anticipent ce qui devrait être la situation de tous au travail. Vous savez, vous avez une forme de défense corporatiste de la fonction publique qui l'avoue également à l'échec. Toutes les défenses du genre « Ah bah oui, bon, on a un statut spécial, mais c'est parce qu'on a des missions spéciales. » Comme façon de prendre les autres pour des cons, c'est assez gratiné. C'est pas une mission plus spéciale, pour reprendre mes exemples, de faire des espaces verts comme fonctionnaire et de faire des espaces verts comme salarié du privé. C'est pas Dans l'urgence écologique dans laquelle nous sommes, tout est mission spéciale aujourd'hui. Absolument tout est mission spéciale. Pas forcément produire du non-marchand. On peut très bien produire des choses qui sont vendues, mais qui ne mettent en valeur aucun capitaux. C'est ça l'avenir du travail. Maintenant, encore une fois, depuis 30 ans, tous les peuples européens font l'expérience que nous n'avons aucune maîtrise sur le travail et que nous sommes en permanence sous le chantage de l'emploi et de la dette. Eh bien, nous pouvons parfaitement sortir de ce chantage et maîtriser le travail en attribuant à tous une qualification, en supprimant le crédit à l'échelle nationale, il ne sert à rien, en supprimant les marchés financiers qui ne servent à rien qu'à extorquer de la valeur au peuple et ensuite concéder à ces peuples de l'investissement et du prêt. Cette démarche-là, ce n'est pas une démarche utopique, ce n'est pas un pas de côté dans l'utopie, c'est le fait de poursuivre ce que les générations antérieures ont conquis. Avec la cotisation sociale, finançant en répartition. Nous avons inventé une technique qui peut nous débarrasser des investisseurs. De même que nous finançons en répartition la santé, l'engagement de très long terme qu'est la vieillesse, etc., finançons en répartition tout investissement, sans exception. Il faut non pas les 20% malheureux que nous concèdent nos maîtres qui nous en ont piqué 35, mais il faut 30% du PIB, en gros, globalement dans une économie moderne, pour que les choses soient dynamiques. Eh bien, affectons 30%, les 600 milliards qu'il faut pour l'investissement en France, affectons-les à une cotisation sur le modèle de la cotisation sociale. Vous voyez, le problème n'est pas de défendre la cotisation, sinon on sera foutu. Une lutte défensive est forcément une lutte perdue. Le problème est, sur la base de l'acquis considérable qu'est la cotisation, l'étendre à tout le PIB. Nous pouvons non pas cantonner l'accumulation financière privée en créant des pôles publics bancaires, en nationalisant une partie des banques, etc., etc. Tout ça, ça fait depuis un siècle qu'on le fait et ça foire toujours. Ça finit toujours par la socialisation des pertes et la privatisation des bénéfices. Non, nous pouvons, et nous en avons l'expérience, nous pouvons supprimer. Ah ben oui, mais on ne peut pas le faire à l'échelle nationale. Écoutez, il n'y a qu'à l'échelle nationale que des peuples peuvent s'affirmer. Parce qu'il n'y a qu'à l'échelle nationale, pour le moment, que nous avons des règles politiques qui permettent à des peuples d'exister.
Il faut donc bien que ça ne peut être qu'international, mais il faudra bien que ça démarre quelque part. Le premier peuple qui se mettra debout, depuis 30 ans que nous prenons des claques, le premier peuple qui se mettra debout en assumant, c'est tout simple, hein, c'est tout simple à dire, tout bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué à faire, mais il faut quand même déjà l'énoncer, et nous ne le faisons pas précisément, en assumant ce cas de révolutionnaire, ce qui a été construit avec la cotisation sociale, avec le statut de la fonction publique. Si nous savons proposer de généraliser à tous la qualification personnelle sur le modèle du statut de la fonction publique, le financement et à tout investissement, le financement par cotisation de l'investissement, comme on finance le long terme des pensions, eh bien nous allons enfin nous battre sur notre terrain. Pourquoi est-ce que c'est moi qui paye l'impôt si c'est le fonctionnaire qui le produit? Pourquoi est-ce que la cotisation est sur ma feuille de paye si c'est le retraité qui la produit? Ben, c'est pas compliqué à comprendre. Et lorsque à l'université on enseignera ces choses simples, et non pas le bourrage de mots incroyable qui est fait sur la sécurité sociale, lorsque dans les syndicats, enfin de la formation de niveau 1, sur la lecture de la feuille de paye qui sortira de l'aliénation, on aura beaucoup avancé. La cotisation qui figure sur ma feuille de paye, c'est pas moi qui l'ai produite, c'est pas une partie de mon salaire qui va à des gens non productifs. Les cotisations qui figurent sur ma feuille de paye sont produites par ceux qu'elles vont payer. Ce sont les soignants qui produisent la cotisation maladie. Alors pourquoi ça figure sur ma feuille de paye? D'abord pour une raison idéologique, hein, qu'il y a une bagarre patronale pour que ça figure sur la feuille de paye, qu'il y a une bagarre patronale pour distinguer la fiction du salaire brut, dont on va déduire les cotisations salaires, ce qui en donne l'impression que c'est piqué sur le travail du salarié. Il y a une guerre des mots que mène la classe dirigeante et une guerre des formes de la comptabilité. Inscrire sur les bulletins de salaire les cotisations sous la distinction du brut et du net, et en plus du poche, et dire que le net, c'est le brut moins les cotisations, ça fait apparaître la cotisation comme une ponction sur mon travail. Là, nous sommes dans le bourrage de mou idéologique qu'opèrent des techniques comptables. Les techniques comptables, c'est extrêmement performatif. C'est tout sauf la description du réel. C'est une arme de guerre, la comptabilité. Une arme de guerre. Comprenons bien que l'impôt est produit par les fonctionnaires, que la cotisation vieillesse est produite par les retraités, que la cotisation maladie est produite par les soignants. Lorsque l'on forme les prix des marchandises, on va prendre en compte tous les coûts. Dans le prix des marchandises, il y a le coût d'achat de toutes les consommations intermédiaires, plus la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est-à-dire le salaire et le profit. Et lorsque l'on donc élabore un prix, on tient compte du coût des intrants, et puis de la rémunération du capital, avec l'impôt qu'elle inclut, et puis de la rémunération des salariés, avec les cotisations et l'impôt qu'elle inclut. C'est-à-dire que dans le prix des marchandises, vous avez plus que la valeur de la marchandise. Vous avez aussi la valeur produite par ceux qui, ne produisant pas de marchandises, puisque les fonctionnaires, les soignants, les retraités, les chômeurs et les parents, je prends les 4 branches de la sécurité sociale en France comme en Belgique, ne produisent pas de marchandises, produisent de la valeur, mais non marchande. La valeur qu'ils produisent, et donc la monnaie qui exprime cette valeur, il faut bien qu'elle soit quelque part. Et où peut-elle être? Mais uniquement dans les prix, bien sûr, des marchandises. Et c'est d'ailleurs avec le salaire ou la pension qu'ils perçoivent que les fonctionnaires, les soignants, les retraités, les pensionnés vont aller acheter des marchandises.
Donc, dans le prix des marchandises, vous avez la valeur de la marchandise, c'est-à-dire le profit net d'impôt, et le salaire poche, ça c'est la valeur de la marchandise. Le profit net d'impôt et le salaire poche. La valeur ajoutée par le travail. Parce que le profit ne figure pas sur la feuille de paye, comme je vous fais remarquer. C'est curieux. Hein, au niveau macroéconomique en France, je vous donne un petit détail. Hein. Chaque fois qu'un salarié du privé a un salaire poche de 500, il y a un propriétaire direct, actionnaire ou prêteur, qui lui empoche 700 sur son boulot. C'est pas sur la feuille de paye. Vous voyez que la feuille de paye, c'est une arme de guerre. Donc, la valeur de la marchandise, en termes de valeur ajoutée, puisque le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées, c'est le salaire poche et le profit net d'impôt, inclus dans le prix de la marchandise, en plus des consommations intermédiaires, bien sûr. Et tous les impôts et toutes les cotisations qui sont inclus dans le prix des marchandises ne correspondent pas à la valeur de la marchandise, correspondent à l'évaluation monétaire de la valeur produite par les agents des services publics, les retraités, les parents, les chômeurs et les soignants. Donc on pourrait être en Chine, hein, d'accord. On pourrait ne payer ni les retraités, ni les soignants, ni les chômeurs, ni les parents, ni les fonctionnaires. Eh bien, le PIB diminuerait de 30%. Et les salariés du privé seraient comme des cons avec leur salaire poche, sans service public. Donc, d'où vient l'argent? Mais du travail, toujours. Il ne vient que du travail. Et la lutte de classe, ça consiste à légitimer que ceux qui n'ont ni employeur ni actionnaire sur le dos travaillent.